4e conférence du numérique. Donc, je suis Kathleen Sita de BFC Numérique, accompagnée par Stéphanie Marmora, Valérie Morge, Kevin de l'AFFB. Et aujourd'hui, nous avons Thomas Lalouette de l'entreprise IA Drone pour nous parler de scan 3D et de drone. N'hésitez pas à lui poser toutes vos questions en fin d'intervention. Thomas, c'est à toi. Par contre, Thomas, on ne t'entend pas du tout. Ah, est-ce que vous m'entendez? Là, c'est parfait. Ah, parfait. Bonjour à tous. Bon, je vous appelle depuis le terrain. Je suis dans Lyon. Heureusement, nous avons de la 4G un peu partout en Bourgogne, donc ça marche bien. Merci au numérique. Merci de ce rendez-vous. C'est toujours agréable de parler de numérisation et de nouvelles technologies en lien avec le bâtiment. Donc aujourd'hui, juste pour faire un petit topo de ma société, 6 ans d'existence. Initialement dans l'aérien, donc on est photogrammètre de métier, donc on traite de la donnée photographique, initialement du drone, aujourd'hui pas que, on fait de l'avion, de l'hélicoptère, de l'acquisition terrestre, et depuis cette année, je viens de rejoindre un bureau d'études à Dijon, Cartolier Ingénierie, avec lequel je m'étends sur la partie topographique, notamment dans le bâtiment. En particulier, on fait des scans de bâtiments, donc intérieur-extérieur, avec du scanner 3D pour l'intérieur et puis évidemment du drone pour les parties extérieures. Voilà. Donc, vous voulez que j'apprenne? Est-ce que des gens ont des questions en particulier sur je suis là pour répondre à vos questions, puis essayer de démystifier un peu toutes ces nouvelles technologies et essayer de les rendre plus simples pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un a une première question? Alors, moi, j'ai une première question. Oui. En ce qui concerne le scan 3D, Oui. comment tu l'utilises? Donc, tu dis que c'est utilisé en intérieur. Quelles sont Oui. les technologies que tu utilises? Comment tu l'utilises? Et est-ce que est-ce que tu en as déjà utilisé récemment dans tes projets? Oui, tout à fait. On utilise du scan quotidiennement, hein, quasiment. Aujourd'hui, c'est devenu un peu notre outil incontournable dès qu'il y a de la restitution modèle 3D BIM ou tout simplement pour faire des mises en plan d'étages de bâtiments. Un exemple concret, le mois dernier à Paris, on a été scanné en plein 7e arrondissement, un ensemble immobilier, un parking à étages. Donc ça représentait 6 niveaux, plus un niveau inférieur, donc ça faisait 7 niveaux. S'il avait fallu tout relever de manière traditionnelle, c'était encombré, enfin c'est compliqué. Voilà, le scan nous a permis de scanner tous les étages. Et avec le drone, on a fait toutes les parties extérieures. Il y avait une partie de toiture de garage en étage à l'extérieur. Donc on a pu, avec 2 outils, scanner l'intégralité du bâtiment et ensuite faire la possibilité de remettre en plan. Alors tout simplement faire des plans d'étage, des coupes, ou aussi bien aller jusqu'à de la digitalisation complète d'un bâtiment pour rendre une maquette BIM dans le cadre d'une réhabilitation ou d'un projet de transformation de bâtiment. D'accord, merci. Autre question, est-ce que tu as un projet qui lie aussi, bah, pareil que le projet sur Paris, que tu as fait en région, dont tu pourrais nous parler, qui a lié le scan 3D et l'utilisation de drones? En région, non, pas encore. On n'en a pas encore fait en région. On en a fait dans l'est de la France sur Metz. On a scanné tout un ensemble, tout un quartier, le siège d'une entreprise avec, il y avait 8 ou 10 bâtiments. Donc on a pu faire tous les intérieurs de bâtiments en scan et puis bah, toute la partie extérieure. Alors en extérieur, l'avantage c'est qu'on peut combiner le scan et le drone, c'est-à-dire qu'on a une complétude parfaite. Le drone ne peut pas tout faire, hein.
faut aussi connaître les limites. Et effectivement, pour les bas de bâtiments, on a pu scanner donc en périphérie au sol le bas des bâtiments et la voirie, et puis tout ce qui est partie toiture, toutes les parties hautes des bâtiments qui est difficile pour le coup à avoir en scan. On a pu le faire en complétant avec un nuage de points issu d'un survol drone. Voilà. D'accord. Et voilà, pour la mise en place d'un projet qui inclut voilà, du scan 3D et des drones, est-ce qu'on a Oui. besoin de dédier toute une équipe sur ce point-là, ou est-ce que voilà, on peut tout te déléguer et c'est toi qui gères le projet de A à Z? Oui, on est tout à fait capable. Alors, jusqu'à aujourd'hui, j'étais pas capable de tout gérer. On faisait on combinait nos compétences, Cartolia Ingénierie et moi-même. Maintenant qu'on est ensemble, effectivement, sur le terrain, ça représente une seule personne. C'est relativement optimum. Une seule personne peut assurer tout le relevé scan et toute la partie drone. Et après, au bureau, on a une cellule DAO 3D qui est capable de fusionner toutes les données et puis de livrer le livrable attendu jusqu'à du livrable au standard BIM. Merci. Du coup, je vous laisse la parole, monsieur du groupe Pascal. Je vous en prie, vous pouvez réactiver votre micro. Malheureusement, on vous entend pas du tout. Ouais, j'entends rien du tout non plus. Bon, malheureusement, on l'a perdu. Ok. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à poser à Thomas sur le scan 3D, sur les drones, sur vos objectifs en termes d'utilisation de ces deux technologies. Si vous avez voilà des objectifs, des questions, ce genre de choses. Ah, je crois qu'on a Oui, je suis retrouvé revenu, notre j'ai connecté pour voir si le micro refonctionnait. Est-ce que là, ça fonctionne ça ou toujours pas? t'entend bien. Pardon, hein, désolé. Pas de Bonjour souci. Thomas, enchanté. Bonjour. Et quel courage d'être dans le froid de Lyon en ce moment. Ça fait 3 jours. Hier, c'était le brouillard. Aujourd'hui, ça se rafraîchit tous les jours. Mais bon, on a l'habitude. C'est une saison. Sur ma question, par rapport aux drones, Oui. j'imagine qu'il faut certaines autorisations administratives pour pouvoir voler sur notre territoire. Tout à fait. Toutes les zones sont accessibles ou on a des zones complètement interdites? Et quel est approximativement le délai administratif pour avoir les autorisations dans notre beau pays qu'est la France? Alors, le délai. Effectivement, la France a été pionnière, hein. On a été le premier pays au monde à avoir une réglementation autorisant le travail aérien en drone en 2012. Bon, elle a pas mal évolué, notamment par rapport au type de drone, au matériel, à la sécurité du matériel. Aujourd'hui, on s'oriente vers une application d'une réglementation européenne au 1er janvier, qui va être malheureusement, sur certains points, un peu plus restrictive. Pour faire simple, oui, il y a des autorisations à obtenir.
Quand on est aujourd'hui dans une zone comme Lyon, aujourd'hui, je suis dans une zone d'entraînement militaire qui s'appelle la zone Morvan. Évidemment, il y a des contraintes. Donc, en fonction des altitudes de vol, il y a des autorisations plus ou moins importantes à obtenir. Un délai en zone urbaine, il y a une autorisation préfectorale. Ça, c'est 5 jours incompressibles. Donc, 5 jours ouvrés. Donc, on peut voler sous une semaine. Les zones militaires, il y en a pas mal. Et là, c'est des autorisations avec ce qu'on appelle le centre des opérations aériennes, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense. Enfin, des fois, on peut avoir 3 ou 4 interlocuteurs pour obtenir l'autorisation de vol. Donc oui, certes, ça a un coût. Pour autant, on fait en drone des missions entre guillemets de grande envergure et on fait des relevés complexes. Donc souvent, le coût administratif, finalement, oui, ça a une incidence, mais on se rattrape après sur le fait qu'on est sur des temps d'acquisition très courts, donc qui nous permettent d'être relativement efficients. Donc, mais oui, il y a un coût. Voilà, pour faire le... Excusez-moi. Pour faire le lien avec mon entreprise, aujourd'hui on est 3, j'ai un géomètre topographe et j'ai une personne à plein temps pour l'administratif. Et sur la partie, excusez-moi, proche, vous m'entendez? Oui, on vous entendait même sans vous voir, Thomas. Donc, Je disais simplement, oui, ma collaboratrice en administratif, ça représente à peu près la moitié de son temps de préparer les vols, de faire les déclarations administratives et compagnie. Donc, oui, ça a un coût. Ça a un impact sur les missions. Après, aujourd'hui, on a quasiment 2000 vols en 6 ans. J'ai quasiment jamais eu un refus catégorique de mission. Et on a volé dans des zones d'interdiction, ce qui s'appelle les zones P, style pas loin de chez nous, le CEA Val-du-Quin, il y a un rayon de 6 km dans lequel interdiction de prise de vue et interdiction de survol. Pour autant, dans ces zones-là, nous, professionnels, on peut obtenir les autorisations. Ok. Et j'en profite comme le micro est encore ouvert, ça sera ma dernière question. Après, je laisse les collègues de poser la question. Mais sur le niveau de détail en vol extérieur, puisque alors nous, on est 3 cofondateurs d'une entreprise sur de l'AMO et gestion de déchets. Pour ce qui va nous intéresser sur les chantiers de Réa Breno, c'est d'avoir un certain niveau de détail pour voir les problématiques structurelles, qualité des matériaux, etc. Jusqu'où vous allez, qu'est-ce que vous mettez en place là-dessus? Parce qu'il y a du thermique, de la photographie. Voilà, alors sur le drone, je vous ai parlé de relevé topographique, mais effectivement, sur le bâtiment, les applications drone sont un peu plus complètes que du simple relevé pour faire de la restite topo. On a effectivement des caméras infrarouges et sur le bâti, ça a un intérêt dans le sens où avec l'infrarouge, on est capable d'aller chercher des problématiques, certes de déperdition, mais également des problématiques structurelles. C'est-à-dire qu'avec une caméra un peu spécifique, une caméra thermique scientifique, on est capable d'aller dans des degrés de relevé très très faibles et qui nous permettent d'aller chercher des problématiques d'infiltration d'eau, de problèmes de structure, voilà, dès qu'il va y avoir en gros une masse d'eau ou une infiltration ou une fissure avec de l'air qui va passer, toutes ces choses-là, on est capable d'aller les relever. Donc oui, l'infrarouge en extérieur sur le bâti, voilà, nos besoins sur le bâtiment aujourd'hui, c'est certes du relevé en complément à du scan, mais c'est aussi de l'imagerie technique infrarouge pour aller faire un audit avant travaux, mais également des relevés après travaux pour aller chercher, traquer les dernières petites déperditions ou fuites ou défauts qu'il pourrait y avoir après construction. Et également, on en fait de plus en plus sur du solaire, hein. Il y a de plus en plus souvent des installations solaires sur les bâtiments ou adjacents aux bâtiments. Sur les panneaux solaires, effectivement, on peut faire un audit assez fin du fonctionnement des panneaux solaires. Merci.
Alors, sinon, je me relance, il n'y a pas d'autres questions. Désolé, parce que ça m'intéresse énormément votre job. Donc, Merci. Continue, je suis désolé. En plus, je suis réputé bavard, vous ne me connaissez pas, mais c'est hyper chiant. Valérie, on a vu un aperçu. Question du coût. Combien ça? Alors, ça peut paraître débile parce que ça dépend des missions, du bâtiment, etc. J'ai parlé de ce qui m'intéresse. Imagine, je vous fais venir sur une restructuration plutôt lourde d'un établissement scolaire ou d'un EHPAD. Le chiffrage de votre coût, c'est quoi? Alors, en extérieur et en scan 3D. En extérieur, c'est relativement simple. Hein. Ça va être les surfaces déployées et le degré de précision que vous voulez obtenir. En gros, en drone, on fait la photogrammétrie. La base de la photogrammétrie, c'est de la photo. La précision de la photogrammétrie va être tributaire de la précision de la photo. Donc, plus on va être près, plus la précision, le détail vu au pixel va être important. Mais du coup, la quantité de photos va être de plus en plus importante. Donc, en photogrammétrie, ce qui fait le coût d'une acquisition et d'un traitement photogrammétrique, c'est la superficie fois la précision. Voilà, on va passer de 100 à des fois 2000 photos. Hein. Donc, forcément, le traitement n'est pas le même. Mais la précision n'est pas la même non plus. Donc, à nous de proposer le juste nécessaire aux besoins. Et puis, pour la partie scan intérieur, là, c'est plutôt logique aussi. On se retrouve toujours avec une logique au mètre carré. Hein. On fait un certain nombre de scans au mètre carré. Et après, on fait plus de scans, par exemple, quand on est dans un établissement avec plusieurs pièces, bah forcément, à chaque pièce, ça nécessite des scans, ce qu'on appelle des scans de jonction, donc entre guillemets dans l'encadrure de porte. Donc forcément, un scan d'un grand hangar tout vide qui fait 1000 mètres carrés, bah, ça ne sera pas le même prix qu'un immeuble avec 25 pièces, mais qui fait 1000 mètres carrés aussi, quoi. Je fais des temps de pause, quelqu'un prend la parole, c'est pour ça qu'il y a des blancs. Non, vraiment, coupez-moi les coupes. Et ok là-dessus. Par contre, en intérieur, on est d'accord, impossibilité d'utiliser le drone. Alors, en intérieur, peu d'intérêt d'utiliser le drone, on peut l'utiliser, mais peu d'intérêt parce qu'on n'a pas de réception GPS, donc on n'a pas d'informations géographiques de l'emplacement des prises de vue, donc peu d'intérêt. Pour autant, on fait de la photogrammétrie en intérieur, mais avec des appareils photo classiques. Voilà. Oui, bah oui, pourquoi complexifier par drone alors surtout en intérieur, on fait beaucoup de scans. Et le scan, on fait scan 3D, donc le scan c'est un laser, hein, donc on a un nuage de points, mais on a aussi un appareil photo, donc on a quand même des vues immersives 360 qui nous permettent de faire de la photo-interprétation du nuage de points ou de coloriser le nuage de points. Donc on a, avec le scan, on a de l'information photo et nuage de points. Ok. Vous êtes déjà intervenu sur de la rénovation ou réhabilitation parce qu'il y a un degré technique intéressant à avoir puisque le matériau vit tout au long du bâti. Donc, on a des conséquences spécifiques, ça nécessite des caractérisations. C'est pas votre job, mais il y a un travail en parallèle entre la caractérisation et la prise de vue ou de reconnaissance 3D. Vous en avez déjà fait et si vous pouviez nous faire un retour d'expérience ou pas encore. Alors, le parking à étage qu'on a scanné dans le 7e arrondissement, c'était exactement ça. Hein. C'est dans le cadre, ils voulaient étudier les épaisseurs de dalles, les dimensions de poutrelles. Pour faire une réhabilitation, c'est un immeuble qui va être transformé, ça ne sera plus un parking, mais il y a un projet de réhabilitation en immeuble de bureaux. Donc, effectivement, ils voulaient étudier la structure du bâtiment. Et on a fait, enfin pas moi, mais mon confrère de Cartolia, il a fait pas mal de relevés pour la SNCF, pour le patrimoine SNCF, dans le cadre de réhabilitation de grands ensembles de bars, de logements pour la SNCF. Donc oui, effectivement, on est intervenu une fois qu'ils ont tout déshabillé. Et on a fait un scan complet du bâtiment et une digitalisation pour faire une maquette précise pour qu'ils aient l'ossature, le squelette du bâtiment pour pouvoir monter leur projet dessus. Parfait. Merci Thomas. De rien.
Autre question? Moi, j'ai encore une petite question. Oui. En termes de mise en place, donc à partir du moment où voilà, on sait ce qu'on veut, ça dure combien de temps la mise en place d'une stratégie qui va utiliser les drones et le scan 3D? Et voilà, combien de temps ça peut nous prendre? Est-ce que c'est sur plusieurs mois? Est-ce que c'est une seule journée et tout est fait? Comment ça se Bah, passe? ça va dépendre de la superficie, mais on fait 300-400 scans à la journée. Donc voilà, après, nous, quand on nous donne un ensemble à scanner, si on a des plans, bah, effectivement, dans l'élaboration du devis, on établit le plan de mission. Et alors, le drone, c'est relativement rapide, hein. C'est pas le défi, et surtout sur le scan, de faire le juste nécessaire d'acquisition. Donc D'accord. effectivement, voilà, ça peut durer quelques journées. À Paris, c'était, je crois, il y avait un peu plus de 2000 mètres carrés, ou plus que ça même. Et voilà, ça représente des fois quelques journées d'acquisition. D'accord. Après, le gros du travail est dans la digitalisation, dans le degré de restitution qui est attendu. Si c'est un simple nuage de points, c'est rapide. S'il y a besoin de commencer à digitaliser, retrouver les surfaces, remettre en plan au standard BIM, bah oui, ça fait du boulot. Ça déporte la partie de travail au bureau. Par rapport à une méthode de levée traditionnelle, il y a plus de temps bureau que de temps terrain. D'accord. Merci Thomas. Stéphanie, je t'en prie. Oui, j'avais une question. Est-ce que vous Oui. avez senti ces dernières années une montée en puissance de la demande de la part des entreprises du bâtiment? Alors, bâtiment, aujourd'hui, des relevés de bâti, que ce soit, enfin, je parle pour ma partie à moi, hein, en drone, ça représente peut-être que 4 ou 5% de mon activité. C'est pas, ça décolle, mais doucement. Voilà, c'est encore, alors les gens, soit ils veulent pas passer au drone parce que doutent sur la précision, ce que je peux comprendre, hein. On est beaucoup, et il y a, il y a un peu de tout malheureusement dans le drone, hein. La il y a beaucoup d'acteurs, et les livrables sont des fois un peu compliqués ou mauvais, hein, tout simplement. Donc il y a une petite réticence de ce point de vue-là. Donc nous, on se démarque parce qu'on est des vrais topographes. Donc voilà, quand on livre au-delà du livrable, on livre aussi le, la vérification de l'exactitude de ce qu'on livre. Ça, c'est ce qui fait la différence. Le débat, il est là aujourd'hui sur la partie drone. Le scan, pour autant, là, on en fait de plus en plus. Et là, ça s'est vraiment démocratisé. Ça s'est démocratisé pour deux raisons. C'est que c'est rapide. Donc, sur des chantiers, ça évite d'immobiliser des étages complets qui attendent une étude ou des travaux. On est très rapide sur le terrain, donc on relibère le chantier assez rapidement. Donc ça, c'est un gros atout. Et le deuxième atout, c'est qu'avec le scan, bah, on fait du relevé topo, mais on fait aussi du relevé photo. Donc pour tout ce qui est documentation, on livre, souvent on nous demande de livrer un viewer, donc on livre un viewer en ligne qui est accessible à tout le monde. Donc les gens peuvent aller se promener dans le bâtiment, faire des métrés simples. Enfin, ça permet sur l'aspect BIM sur l'aspect collaboratif, c'est intéressant parce qu'on livre de la donnée qui est partageable, et tout le monde travaille finalement sur la même base de relevé. Donc c'est intéressant de partager les relevés, et puis ça permet d'aller, on a un doute, ça permet de retourner dans la donnée, dans les photos, et d'aller voir un détail dans le bâtiment si on a un doute. Donc ça, voilà, pour ce point-là, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup. Et oui, ça monte, mais par rapport à d'autres activités, le drone s'est beaucoup plus démocratisé dans l'élevé topographique en extérieur. Les grands relevés,
pour des études topo. Là, vous voyez, aujourd'hui, je suis en train de faire une étude pour une surveillance et un relevé de lignes électriques. Voilà, ça représente des grands linéaires. Donc là, oui, le drone s'est démocratisé parce que ça a un intérêt technique, mais aussi d'efficacité en temps d'acquisition terrain. Monsieur Perrin, vous aviez une question? Oui, j'avais une petite question, parce que vous avez évoqué à plusieurs reprises le standard BIM. Oui. Et je m'interrogeais sur, on va dire, le stockage des fichiers pour qu'ils puissent être mis à disposition. Ils sont stockés où? Ils sont remis aux clients? Ils sont conservés dans une base de données accessible? Enfin, ça se passe comment? Non, alors aujourd'hui, on n'a pas de base de données à nous. J'ai pour projet justement le rapprochement avec Cartolia, c'est de développer des choses ensemble. Et dans les développements, oui, on a vocation à développer un portail de données pour nos clients. Aujourd'hui, tout ce qu'on livre, on livre aux clients directement les fichiers RVT ou les fichiers digitalisés. Donc, en général, c'est des fichiers qui ne sont pas très volumineux. Moins volumineux que les nuages de points. C'est sûr que les nuages de points, ça pose un problème. C'est vrai que je posais cette question-là plus pour, on va dire, envisager l'utilisation par d'autres professionnels du bâtiment ou quelque chose comme ça qui pourraient avoir besoin de ces données-là. S'il n'y a pas un standard et un stockage, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, au cadastre, dans une mairie ou que sais-je, c'est un peu compliqué. Parce que si c'est le client qui le garde, après, il ne sait pas forcément où est-ce qu'il l'a mis. Donc voilà, c'était un peu cette question-là. Alors normalement, enfin, ça fait un petit moment que j'ai pas suivi l'actualité du BIM, mais à l'époque, on parlait effectivement de cet acteur au milieu de tous les autres acteurs qu'est le BIM manager. Et effectivement, le BIM manager a ce rôle normalement de concaténer et de mutualiser la donnée. Voilà, et il y a quand même un souci. Alors, a priori, je parle de ça il y a 1 an, mais il commençait à y avoir des logiciels et des solutions de stockage et de partage. Je suppose que ça continue à se démocratiser. Il y a des solutions qui existent de stockage et de partage de la donnée avec des droits d'accès en modification, en lecture, en consultation. Il y a différents outils qui existent. Mais pour l'instant, il n'y a pas de standard, on va dire, que tous les professionnels sont censés utiliser pour le stockage et de la mise à disposition. Il semble quand même que dans le standard BIM, il y a des standards sur la partie niveau de détail, hein, donc les niveaux LOD qui définissent le niveau de détail de digitalisation. Ces standards, ces fichiers sont définis et tous les logiciels exportent dans ce standard les fichiers dans ce standard pour que justement ils puissent être exploitables dans tous les différents logiciels. Il y a pas mal d'acteurs logiciels, software dans le BIM. Il faut que les fichiers puissent être échangés et exploitables par chacun. Ok, merci. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à lever la main. Stéphane, je vous en prie. Je vous invite à réactiver votre micro, par contre. C'est bon. Oui, j'avais une question un petit peu plus générale. Est-ce qu'aujourd'hui, on s'oriente, je dirais, vers une étude des projets qui soit plus réaliste et qu'on mette un peu plus d'argent dès le départ pour des projets, quoi, parce que je pense que la clé, elle est là, c'est qu'aujourd'hui on a des dossiers, on a des projets qui sont pas aboutis, et je pense que ça fait, votre métier a une grosse valeur ajoutée. Pour qu'au final, on étudie vraiment bien les projets, qu'on étudie tous les problèmes pour qu'ils se déroulent le mieux possible, quoi. Voilà. Alors, est-ce que vous ressentez aujourd'hui, voilà, dans vos clients publics ou privés, un réel intérêt à mettre toutes les armes de notre côté, quoi? Voilà.
Non, pas vraiment, malheureusement. Quand on nous demande d'élever, c'est souvent il y a maîtrise d'œuvre qui s'y intéresse beaucoup, mais effectivement, il manque quand même ce maillon important. Et ils n'ont pas encore pris la mesure de l'aspect du volet BIM qui est la mutualisation des informations et de la donnée. Et forcément, notre donnée, elle a un coût, hein. Mais partager entre tous les acteurs, payer une bonne fois pour toutes une acquisition et qu'elle soit exploitable par tout le monde, souvent, ce n'est pas le cas. Ça arrive encore que sur certains chantiers, on nous appelle, un des interlocuteurs, le maçon, va nous appeler pour un relevé, le bureau d'études va avoir besoin d'un autre relevé. Enfin, sur un même projet, on va nous solliciter plusieurs fois. On sent bien que l'aspect collaboratif n'est pas encore pertinent. Et même, vous parliez des collectivités locales, même dans les marchés de projets de construction ou surtout de réhabilitation, parce que c'est là que nos technologies sont intéressantes, hein. C'est le BIM sur du neuf, c'est facile. Du BIM sur de la rénovation, la rénovation, ça passe par un gros audit du bâtiment. Et effectivement, dans les marchés, il n'y a pas. Nous, on prêche dans ce sens-là pour qu'il y ait un article, un lot dédié à ça, où on fait une acquisition commune pour tout le monde et que cette donnée soit exploitable par tout le monde. Et au final, je reste convaincu et persuadé que ça rendra plus efficace. Et puis, ça évite les multiples prises de cotes et de relevés qui, au final, tout mis bout à bout, coûterait, à mon avis, certainement plus cher que de faire une bonne acquisition une bonne fois pour toutes pour tout le monde. Et ça, effectivement, ça manque. Alors, j'ai bon espoir. On sent que les collectivités, pour info, commencent à avoir, de cet été, commencent à avoir des sensibilisations sur le BIM dans leurs projets. Donc, mais voilà, ça arrive tout juste. Il faut que ça mûrisse. Ouais. La vraie tendance où on pourrait réellement avancer, c'est où aujourd'hui, je le vois avec nos clients, mais petit à petit, on arrive à ce que nos donneurs d'ordre créent des pools d'entreprises et sont à l'écoute des entreprises pour construire leurs projets. Voilà. Oui. Et, c'est pas, je dirais pas un pool pour, vendre plus cher. Le but, il n'est pas là, c'est de rentrer dans le budget du client, mais avec les bonnes techniques et les bons arguments, quoi. Voilà, avec les bons outils dès le départ. Parce que comme vous dites, moi je suis une entreprise de maçonnerie, quand je reprends une façade, je reprends les cotes, on en oublie des morceaux, on retourne. Alors mis tout bout à bout, les heures qu'on y passe, on retransmet l'information à nos collaborateurs. Si on prend toute la chaîne, c'est énorme. Mais on n'a pas conscience de la valeur de notre temps aujourd'hui, et c'est ce qui est dommage, quoi. Voilà. Oui, je partage. Ça fait. Ouais, super bonne analyse, parce que nous, on le voit en positionnement d'AMO, c'est que l'idéal sur tous les projets, c'est d'être au tout début sur de la réno-réhab, au tout début progrès, et que tous les acteurs se rencontrent autour de la table pour anticiper au plus juste le déroulé et mutualiser les coûts, organiser, etc. Alors, ça demande du temps, mais je trouve que la tendance, comme vous disiez Stéphane, elle est à saisir. Alors, je sais que la FFB BFC, justement, on a déjà échangé avec eux et est en train d'activer un peu plus les choses, mais les notions d'économie circulaire, où de temps en temps, vous entendez un peu clairement le greenwashing, mais quand on voit sur le terrain ce que fait, il faut être clair, déjà, le bâtiment n'a pas attendu l'ensemble des textes de loi pour, de manière artisanale, sans massifier les choses, trouver des arrangements et puis avancer dans le même sens. Mais je pense qu'il y a un coup à jouer sur l'activité. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on prône, de profiter de ce temps complexe pour prendre le temps, sur quelques projets pilotes, de se poser autour d'une table et d'envisager ce qu'on pourrait explorer afin de le massifier. Donc, que ça soit avec vous sur la partie maçonnerie, évidemment, avec Elite, les drones et tous les autres, et qu'on prenne ce temps de pause nécessaire. Et pour l'exemplarité, de le travailler avec la MOA publique, puisque l'institutionnel se doit d'explorer ces phases, et on sait qu'il existe de quoi faire sur les tables de financement d'AAP ou d'AMI, mais il faut que nous, on se ressaisisse de ce temps de latence complexe, mais qui peut nous dégager un business plus percutant pour l'année prochaine
enfin même plus loin, on ne va pas raisonner à 1 an, mais bon, oui. Il faut qu'on prenne ce temps-là, quoi. La phase d'étude, on le voit bien. Ouais, pardon. Outre-Atlantique, on voit les Américains qui ils créent tout de suite. Voilà, ils ont un délai client, ils ont un budget client, et tout de suite, ils se posent pas la question. Ils créent des pools d'entreprises avec une maîtrise d'ouvrage, une maîtrise d'œuvre, des bureaux d'études qualifiés, des entreprises qui apportent leur savoir-faire, la technicité, et une grosse phase d'études avant le démarrage des travaux. Et on s'aperçoit que plus on prend une décision tôt avant le démarrage des travaux, moins elle coûte cher, quoi. Voilà. Donc, mais tout le débat est un petit peu là, et je le vois, enfin, je prends mon exemple personnel, je le redis, on est salariés, on a fait le pari de prendre un dessinateur projeteur BIM. Aujourd'hui, ça fait 1 an qu'on est dedans. Moi personnellement, j'ai pas mal d'expérience, mais aujourd'hui, j'ai une vision complètement différente de mon métier, parce qu'on le dessine en 3D et on a des éléments qui nous permettent d'avancer, et on peut retravailler nos projets pour rentrer dans des coûts qui sont bons, quoi. Voilà. Et l'idée, c'est ça, c'est de mettre tous les facteurs, voilà, de pouvoir visualiser une toiture avec un drone, de pouvoir prendre des cotes au lieu de monter avec une échelle, voilà, ou prendre des solutions techniques qui nous permettent. Mais aujourd'hui, on ne veut pas investir justement dans ces éléments-là, et ce qui est bien dommage. Ouais, mais c'est la vision anglo-saxonne. Je partage complètement le point de vue. C'est que c'est un investissement de temps. Après, il faut aussi avoir en tête que le travail de qualité, ça a un coût. En France, particulièrement, on entretient le low cost par des. Enfin, je ne suis pas là pour faire de la politique, mais on parle vraiment du nœud du cœur de ces 15 jours de numérique, hein, pour le bâtiment, qui est aussi l'activité. Et le bâtiment, c'est le poumon économique de la France et de tout pays. C'est une part du PIB. Hein. Mais clairement, oui, investir et expliquer que le coût mis sur la table au départ, ça sera un surcoût, mais c'est sûr. De toute façon, plus on va se creuser la tête, plus ça surcoûte. Mais après, ça épargne tellement de problèmes derrière, de maintenance, de repéter. Quand soudainement on s'est aperçu, merde les gars, on n'avait pas anticipé ça, et il faut qu'on repète. Et on parle de plus en plus, le SCSTB travaille là-dessus, sur la réversibilité des bâtiments, ça va devenir une tendance de plus en plus forte. Alors, si on n'anticipe pas comment on anticipe cette réversibilité, la facture à court terme va être évidemment plus élevée, mais à moyen et long terme, beaucoup plus lissée sur un budget stratégique de 5 ans, 10 ans. Quand on est sur des stratégies immobilières lancées par les institutionnels ou même les grandes entreprises ou les foncières, les foncières, d'ailleurs, on réagit, je ne sais pas votre retour, Stéphane, par rapport à ça, mais, ou même Thomas, mais les foncières... typiquement, parce que les contrôleurs de gestion... À Paris, notamment, les quelques relevés qu'on a fait pour notre client, là, que ce soit du drone ou du scan, c'est une foncière immobilière qui a pris qui a un parc de gestion énorme, hein, aussi, hein, qu'ils ont aussi les moyens de le faire, mais ils se sont dit, ben voilà, on se fait mal pour les autres, mais sur chaque projet, voilà, ça fait 3 mois, là, ils ont acté que sur chaque projet, ils allaient faire relever scan drone. Certes, ça a un coût au départ, mais quand ils auront 10-15 acteurs sur le chantier, eh ben, si on se pose des questions, eh ben, on ressort la donnée, on va la visualiser, on a les photos, on a la donnée 3D. Il n'y a plus de débat, quoi. On a la donnée, quoi. Ouais, tout à fait. Et voilà, mais ils l'ont fait parce qu'ils ont les moyens de le faire, parce qu'ils sont gros et que. Mais voilà, ils ont longtemps attendu de la part de leur bureau d'études ou autres qui prennent la main, mais ils se sont dit bon ben si c'est pas le bureau d'études, ben ce sera nous. Parce qu'on se rend compte que c'est eux qui sont embêtés derrière, quoi. Donc ils attendent beaucoup de ça, dans le sens où ils se disent qu'il y aura moins de surprises, et rien que le relevé 3D du parking qu'on a fait, ben ils se sont rendus compte qu'ils avaient a priori des plans qui étaient relativement à jour, parce que le parking a été réaménagé, remis à neuf il y a 2-3 ans. Bah, dans la structure 3D, avec le scan, ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses étranges, et ils l'ont découvert grâce au scan. Bah ouais, c'est le but.
Mais foncière et MOA public, dans tous les cas, si ces deux secteurs d'activité, deux donneurs d'ordre, on n'arrive pas à travailler avec eux pour anticiper les choses, et je parle du local, hein, on est tous là pour la BFC, notre territoire, Oui, oui. c'est à l'échelle régionale qu'on va faire bouger les choses. Si on commence à partir sur les Hauts-de-France, la Bretagne, bien sûr c'est bien pour le business, mais c'est déjà super complexe d'aller s'embêter là-bas, autant travailler sur le territoire. Mais MOA public et foncière, si on fait la preuve sur ces projets pilotes encore tous ensemble, après c'est de la massification. Et c'est bien la massification, c'est-à-dire que plus on va le faire, plus on va lisser les coûts, et plus on le rend accessible. C'est-à-dire que tout le monde autour de la table va bien vivre, économiquement parlant, on pérennise nos activités d'entreprise, mais après, pour les autres, ça sera des coûts moindres, parce qu'on aura déjà la technique, les habitudes, nos réflexes dans les poules, vous parliez Stéphane de poules, si on a nos partenaires déjà identifiés, évidemment que dans le business, plus on aura d'affaires ensemble, eh ben, plus on va lisser nos coûts et on va répartir les choses, etc. Donc, c'est bien, on est tous d'accord, donc on n'aura plus qu'à prendre un gros bus et on va tous se mettre dedans et on va faire la tournée des mêmes clients. Ça va le faire. Non, le but aussi, c'est d'arriver à, je pense aussi, à redorer un petit peu l'image du bâtiment, avoir des chantiers pensés, des chantiers ordonnés, des chantiers propres, que ça soit plus une contrainte, que nos clients soient contents de nos constructions. Faut pas oublier qu'aussi, si nous le faisons pas, on parle d'ubérisation dans le bâtiment, bon, peut-être pas certains métiers, mais je prends le cas, j'ai l'exemple à côté de chez nous, pour pas les citer, on a Engie vendait de l'électricité, du gaz, et aujourd'hui, eh ben, ils vont venir vous poser une chaudière, ils vont faire vos petits travaux, et on n'est pas à l'abri que demain, si on s'en donne pas les moyens, tous nos métiers du bâtiment soient assujettis à ça, quoi. Voilà. Il y avait une question de Monsieur Boussaïd. Oui, bonjour tout le monde, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. J'ai une question pour Thomas Lalouette. En fait, sur le retour sur investissement d'utilisation du scan 3D et des drones, parce qu'en fait, en discutant souvent avec les chefs d'entreprise pour l'adoption du BIM, la question qui revient toujours, c'est sur ce retour sur investissement qui est pas parfois qui est pas certain. Donc en fait, la question qui se pose maintenant avec les drones et le scan 3D, c'est qu'il y a le coût en premier lieu, il y a aussi les risques de l'imprécision des données. Donc je voulais savoir avec vous, est-ce que cette question a lieu d'être posée ou non? Elle a lieu d'être posée, oui. Autant vous dire que mes débuts ont été difficiles, au sens où on est beaucoup d'acteurs dans le drone, beaucoup trop. Bon, c'est en train de se structurer. Après, c'est de la faute aussi des constructeurs, hein. Ils vendent des drones et la facilité d'utilisation et de générer de la donnée 3D. C'est très facile de générer de la donnée 3D avec un drone. Après, c'est ce que je disais, justifier qu'elle est juste, c'est plus compliqué. Et là, voilà, donc c'est là qu'on se démarque, hein. Moi, je suis opticien de métier, opticien instrumentiste, donc la chaîne d'acquisition, ça reste un objectif, des lentilles et un capteur photo, hein. Donc le gros du défi est dans la qualité de l'acquisition et dans la maîtrise du traitement. Donc c'est là qu'on apporte notre savoir-faire qui est finalement proche de la topographie. Et effectivement, c'est indispensable. Donc oui, des acteurs qui font du drone, il y en a plein, qui sauront vous faire des relevés 3D, vous livrer des nuages de points, il y en a plein. Après, la bonne question à poser, c'est comment vous justifiez que si je mesure 10 mètres 50 dans un modèle 3D, est-ce que ça fait bien 10 mètres 50? Et là, il faut des notions de topographie pour pouvoir caler, géoréférencer et ce qu'on appelle géorectifier, donc rendre le modèle à l'échelle. Et là, c'est plus compliqué. Autant avec du scan 3D, c'est facile. Autant avec du drone et par photogrammétrie, c'est plus compliqué. Donc, c'est là qu'on se démarque et c'est là que c'est l'argument que je donne tout le temps à mes clients, hein. Je suis souvent confronté effectivement à des petites sociétés qui font du relevé. Il y a beaucoup de plateformes de traitement de données en ligne, hein, donc c'est facile, hein. On prend des photos avec un drone, on les envoie par Internet sur une plateforme, on paye tant de centimes de la photo. Ça nous génère un modèle 3D. Et
bon, ben voilà, ça s'arrête là et ça vaut pas. Enfin, ça peut être bon comme ça peut être très mauvais, quoi. Et des exemples, j'en ai malheureusement beaucoup. Donc, ça peut faire mal. Voilà. Ok, Ok. merci. Ça peut faire mal et après, ça a une incidence, hein. J'ai le cas concret, hein, une société de drone qui a complètement disparu parce qu'il a eu un litige où il a fait un relevé sur un gros château et il y avait 10% d'erreur sur le modèle 3D. Donc, tous les métrés étaient faux. Donc, couvreur et compagnie, tout le monde en a été de sa poche parce que c'était faux, quoi. Donc, oui, lui, ça lui a coûté sa boîte. Mais bon, c'était pas le but, enfin, c'était pas le but initial, quoi. Mais voilà, oui, c'est le mot que je voulais dire, hein. Le drone, certes, mais surtout, c'est pas le tout. Le défi est pas dans le drone, en fait, hein. Il est dans le traitement de la donnée. Et là, faut avoir quelqu'un qui ait vraiment des connaissances en photogrammétrie et en topographie. Voilà, c'est indispensable. D'accord. Ok, merci. super. Merci. N'hésitez pas si vous avez des questions à lever la main. Justement, j'avais une question concernant la formation des personnes qui font ce type de métier. Quel cursus ils ont suivi avant d'arriver sur la prise de mesures par drone ou la photogrammétrie ou autre? Alors, photogrammétrie, il n'y a pas 50 cursus, c'est école de géomètre. Alors, école de géomètre topographe ou école de géomètre expert. Moi, mon salarié que j'ai pris en alternance, il a fait son BTS au lycée Loris à Nancy, BTS Topo, et dans lequel ils ont une petite partie de photogrammétrie. Alors, c'est embryonnaire, hein, c'est 8 heures dans un cursus de 2 ans. Hein. Donc, autant vous dire que heureusement que je l'ai pris en alternance. C'est un peu compliqué. Donc, oui, la photogrammétrie, ça fait longtemps que ça existe. Ça a été redémocratisé avec l'arrivée du drone. Pour autant, les cursus ne sont pas encore en phase avec la réalité terrain. Donc, on essaye de dire aux écoles qu'il faut. Alors, il y a des écoles qui commencent à s'équiper de drones, à former réellement au traitement photogrammétrique, mais voilà, ça représente que quelques dizaines d'heures par an. C'est pas suffisant. Donc, nous, on forme. Voilà, on forme nos propres collaborateurs. Et puis voilà, pour aujourd'hui, on n'a vraiment pas trop le choix, quoi. Parce que Comme le justement, scanner, dans les écoles, c'est pareil. Scanner, ils en font une demi-journée dans les 2 ans du cursus. Je trouve ça dommageable parce que c'est une grosse demande des entreprises, quoi. oui, parce qu'il y a deux choses. Il y a la prise, on va dire, des mesures et l'exploitation des mesures derrière. C'est ça. Oui, oui, tout à fait. La partie traitement, le gros du défi et du travail est là. Et il n'y a pas vraiment un cursus qui approfondit ce point-là. Donc, par contre, il y a des centres de formation professionnels. Voilà, il y a des professionnels de la photogrammétrie qui sont eux-mêmes formateurs et chez qui on peut aller se former. Ouais. Ou enfin moi, je suis beaucoup en lien avec le logiciel que j'utilise, qui est suisse. Donc, dès que j'ai des échanges techniques ou des besoins de formation, on va directement se former chez cette marque en Suisse. Ok, merci. Oui, Monsieur juste, Boussaïd, oui, juste pour information, en fait, là, le Polytech Nancy, par exemple, il propose une formation sur une journée. Donc, pour Oui. l'initiation scan 3D dans le bâtiment avec un drone. Voilà, donc c'est juste. D'accord. Voilà. Je n'étais pas au courant. Ouais, ouais, c'est confirmé. Je savais. Mais voilà, moi je suis depuis cette année moi-même formateur, donc je suis formateur dans un centre de formation professionnel du drone en Suisse. J'interviens en tant que formateur en photogrammétrie. Pour vous donner un ordre d'idée, l'initiation c'est déjà 2 jours.
pour comprendre les tenants et les aboutissants de la photogrammétrie. Et on a un autre module expert, donc où on voit les élèves dans un deuxième temps, une fois qu'ils se sont confrontés un peu à des problèmes. Et là, c'est 3 jours de perfectionnement où on va aller dans le dur du sujet de la photogrammétrie. Ok. Justement, juste une dernière question. Donc, par rapport à ça, ce qui n'a pas intérêt, éventuellement, vous, en tant que professionnel, de s'organiser justement pour préparer un document, une sorte de code ou de charte, justement, pour réglementer un peu cette fonction. Bon. Bah, oui, alors après, je le fais pas par manque de temps, mais je suis régulièrement, notamment par l'école de Nancy, hein, l'école de mon actuel salarié, ils D'accord. étaient très sensibles à notre savoir-faire et ils avaient bien conscience qu'on avait beaucoup à apporter. Ils devaient lancer un chantier, parce que le BTS Topo à Nancy est relativement réputé. Ils devaient lancer un chantier justement pour commencer à apporter un peu plus dans le cursus de 3D, scan et photogrammétrie. Mais j'ai pas de nouvelles depuis 1 an, donc je sais pas si c'est… À mon avis, ils ont d'autres sujets à traiter en ce moment, mais voilà, oui, les profs, du moins, de topographie à Nancy poussent pour qu'il y ait un vrai cursus professionnel sur ce volet-là. Ok, merci. Oui, j'avais une question sur les formations. Il me semble qu'il existe quand même des BTS topographes géomètres à Dijon, sur Oui. l'Académie de Dijon, hein. Sur l'Académie de Dijon, oui, il y a un BTS, je ne sais plus où il est d'ailleurs. Je me demande si c'est pas au Mardor. Ouais, ça doit être ça. doit être au Mardor. Ouais. Tout à fait. Il me semblait bien. Merci. Oui, oui. Y a-t-il d'autres questions? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Thomas. Mais de rien, Merci avec pour plaisir. toutes ces explications. Je vous remercie d'avoir participé à cette 4e conférence sur le scan 3D et les drones. Donc, je vous invite à vous connecter. Rendez-vous demain pour une nouvelle thématique sur la visibilité sur Internet pour les acteurs du BTP. Bon après-midi à tous et bon Merci appétit. beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.